J'espère que vous aimez être sous acide, parce qu'on va parler de Dorohedoro. Oui, mon accent est nul à chier, et effectivement, je le dirai à la française tout au long de la vidéo, parce que sinon je vais rouler les airs. Dorohedoro, c'est l'histoire d'un mec à tête de crocodile amnésique accompagné d'une meuf qui le nourrit au gyoza parce qu'ils sont potes. Dorohedoro. Si ce titre vous parle, c'est soit parce que vous avez traîné sur Netflix durant sa sortie, soit parce que vous êtes un adepte des mangas pétés du bulbe. Troisième œuvre de Kyoa Yashida, Dorohedoro est son premier manga publié en France entre 2000 et 2018. Sacré taf. En dehors de ça, on sait très peu de choses sur elle. La mangaka cache volontairement son identité, de son vrai nom à son visage. On sait seulement que c'est une femme qui a étudié la peinture à l'université des arts de Tokyo. Ça qui explique qu'elle dessine ses planches à la plume. Son premier manga, Sofa-chan, parle d'une femme fantôme qui glande sur son canapé. Connaissant son style, je sens que j'aimerais beaucoup. Quand je saurai lire le japonais, je vous dirai. Ça n'arrivera jamais. Entre-temps, elle a fait 3 autres projets, encore une fois jamais traduits chez nous, pour finalement démarrer Die Dark en 2019. On aura droit à une version française à partir de 2022, et la série est toujours en cours d'écriture. Cette fois, elle nous offre un mélange de SF et de dark fantasy. Allez le lire, ça défonce. J'ai découvert Dorohedoro un peu de la même façon que j'ai découvert Beastars. Merci Netflix d'avoir racheté les droits auprès de MAPPA pour une diffusion mondiale en mai 2020. C'est mon frère qui avait regardé, totalement emballé par la touche underground, pour ensuite me la conseiller très vivement. Du coup, n'ayant rien de prévu pour le nouvel an 2022, je me suis enchaîné tous les épisodes disponibles de la première saison en une nuit. Écoutez, avec mes potes, on était tous étudiants, on n'avait pas le temps de picoler. Le pire c'est que c'est vrai, on n'a pas pris une seule biture durant les 2 années de DUT. Et puis on vivait tous dans des villes différentes et... Merde, hein. Oh. Ensuite, j'ai directement pensé à Beastars et au fait que c'est une adaptation à la base. Du coup, je me suis renseignée et quelques temps plus tard, après une petite recherche Google, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mon frère. Hein? Oh. Bon, faut connaître le fin mot de l'histoire. Et j'ai acheté tous les tomes et on les a torchés. Il est difficile de résumer l'univers de Dorohedoro en quelques mots. Il est tellement complexe, pensé, absurde, étendu, c'est un bon gros bordel organisé comme on les aime. Vous savez, ce genre de bouquin, où vous pigez pas la moitié de ce qui se passe, jusqu'à ce moment où tout pète dans votre cerveau, où l'illumination de la compréhension enfin vient éclairer votre esprit embrouillé. Eh ben c'est même pas ça. C'est encore plus bâtard pour le coup. On démarre dans la ville de Hall, littéralement le trou, où vivent Caïman et Nikaido. Ce premier porte ce surnom puisqu'il n'a aucun souvenir de sa vie passée. Et à cause de sa tronche aussi. Un jour, Nikaido l'a retrouvé inconscient dans une ruelle avec cette gueule sortie de nulle part. Un sort pas si incroyable que ça dans cette ville puisqu'elle est régulièrement visitée par des mages amateurs venant s'exercer sur des humains innocents. La question de l'identité de Caïman reste le fil rouge du manga. Ce qui est le plus intéressant, c'est que plus on en apprend, plus on est perdu. C'est vers la fin seulement, parmi une dizaine d'autres intrigues venues squatter, qu'on nous file au compte-gouttes les informations nécessaires à la découverte de l'identité de Caïman. Putain de merde, c'est génial. Mais il faut s'accrocher. Perso, j'ai mis une petite semaine à lire les 23 tomes et autour du 18e, j'ai commencé à caler à cause d'une petite migraine. Ouais, je sais, je suis pas habituée à réfléchir autant. On est ici donc dans du dark fantastique post-apocalyptique partagé entre le monde des humains et le monde des mages, chaque monde ayant ses règles strictes et parfois se mêlant les unes aux autres. Comme je le disais, un bon gros bordel organisé. Évidemment, si vous n'aimez pas les histoires gore, perchées et complexes, vous allez vous prendre le chou avec Dorohedoro. C'est vraiment pour un public de niche. C'est aussi ce qui explique d'après moi le flop de la série. Eh oui, la première saison datant de 2020, l'annonce inespérée de la saison 2 vient de tomber, mais sans aucune garantie qu'il y aura une 3e saison.
Pour cette fois-ci, je vais passer directement au point positif et au point négatif, sans passer par le travail de comparaison entre le premier tome et l'épisode 1. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas la première fois que je le dis, mais l'animation en couleur, avec du mouvement et du son, est capable de faire des effets impossibles sur le papier, en noir et blanc. Bien que le travail d'Hayashida soit magnifique, que la plume donne un très bon noir et blanc, et que les quelques pages en couleur qu'on peut voir dans le manga sont affreuses, l'animation fait des beaux trucs. Déjà, c'est lié aux caractéristiques cinématographiques qui ne sont propres qu'à cet art. Logique. Et parvient à ajouter quelque chose. C'est un point que j'ai déjà abordé avec Beastars, mais là c'est différent. Là où Beastars mettait en valeur l'animalité des personnages, ici c'est la violence, l'excentricité et l'originalité de l'œuvre qui sont super bien repris. Je pense particulièrement au début de l'épisode 2, avec deux scènes qui se croisent. Shin se tenant debout, immobile, dans des toilettes, du sang et de la crasse partout, un sac poubelle à la main contenant sûrement un corps, et ce qui a précédé cette scène, soit le massacre des mages, dont l'un voit son sang d'une couleur presque joyeuse jaillir de sa tête, telle une fontaine, dans une ambiance festive, ce qui crée un décalage entre la scène de l'après et la scène d'avant. Et j'ai des difficultés à comprendre pourquoi cette construction est ce qu'elle est, mais je trouve ça beau. J'ai acheté à manger. Espèce de psychopathe. Mais non, artistiquement beau, connard. Déjà, c'est connasse. Sachant qu'on apprend quelques secondes plus tard que ça n'a lieu que dans la tête de Shin, et donc que c'est sa vision de ce qui s'est déroulé. Alors soit c'est fantasmé et sa conscience le rattrape avec la scène de l'après, en mode « Non mais c'est pas une bonne chose !» et il est victime de brutalisation. Je te laisse 5 secondes pour pouvoir lire mon texte. Ça y est, t'as tout lu ? Soit son esprit lui joue des tours. Et cette scène me rappelle un passage de Happy, une série Netflix, Elle est très cool, ça vaut le détour. où justement Nick s'imagine se tirer une balle dans la tête. Ça ressemble énormément en fait. Et les deux personnages sont psychologiquement en vrac. Ils ont massacré beaucoup de gens et ils ont un passé qui les met pas super bien. Même Nick est vachement plus ravagé que Shin. Et sinon, lumière, couleur, images et bande-son, c'est top. Je n'ai pas grand chose à dire ici, à part qu'en écrivant l'analyse, j'ai dû regarder l'animé et lire le manga en simultané, et la seule chose que j'ai notée sur le coup, c'est que les scènes étaient raccords d'un format à l'autre. De la chronologie à la structure des scènes, on fait rarement plus fidèle. Et même au niveau du scénario et des dialogues, c'est plus ou moins la même chose. Seul changement, l'appréciation du lecteur et du téléspectateur qui, évidemment, n'est pas la même. Et ça, c'est normal. Sinon, j'applaudis la justesse de l'adaptation de ce côté-ci, c'est du bon boulot. Je ne lis que rarement sans ambiance musicale. La plupart du temps, je mets en fond sonore du post-rock, mais pour les adaptations, j'aime bien mettre la BO. Et pendant ma lecture, j'étais à fond. Je ne suis pas forcément fiable à 100% sur ce point-ci, puisque malgré mes goûts musicaux éclectiques, j'ai un penchant pour le métal et le vieux rock, et j'ai longtemps écouté Rammstein. On a toutefois quelques difficultés à séparer l'œuvre du violeur. Alors évidemment, ce côté très industriel m'a rapidement séduite. Cependant, ça colle aussi à l'univers. D'un côté, l'humanité très post-apo, et de l'autre, le monde des mages qui est ultra underground, avec les démons et la technologie magique. En soi, les compos sont propres, à l'image de la série, et nous mettent dans le bain. Ça marche super bien. Je voulais faire un petit détour sur le style graphique, chose que je n'ai que survolée pour Beastars. Les dessins à la plume, ça fait une réelle différence. Et encore une fois, je suis déçue de voir que l'anime est en image de synthèse, surtout pour des dessins à la plume. En se servant de cet outil, Hayashida s'offre l'occasion de jouer du noir et du blanc, de donner, j'ai presque envie de dire, ce grain à son graphisme. La différence avec d'autres mangas est subtile, mais elle est là, et ça défonce. Encore une fois.
Je sais que c'est un phénomène très répandu dans l'animation japonaise et que c'est culturel. Mais vraiment, ils en font trop. Enfin, surtout Caïman, il est ultra expressif. C'est pas naturel du tout. Bon, il y a Fujita aussi, mais c'est propre à son personnage naïf et pas très cultivé. Il a des réactions infantiles parce que ça colle à son caractère. Il s'étonne de tout et est choqué par n'importe quoi. Il n'a pas de masse de contrôle sur ses émotions, donc c'est logique qu'il surréagisse. On va être en retard. Et c'était déjà le cas dans le manga. Et son doubleur en VF maîtrise bien le truc, faut avouer. Pareil pour Ebisu qui est complètement azimuté. On sent que dans sa petite tête, il y a des fils qui se touchent, certainement dû à son trauma durant sa rencontre avec Caïman. En fait, c'est surtout ce dernier qui est maltraité. Non, pas battu, maltraité dans sa conception et son interprétation. Oui, c'est un personnage extravagant, une espèce de pile électrique, mais il faut pas déconner non plus. Et ça me pose problème en VF et en VO. Encore plus en VO en fait. Dans ces cas-là, sa voix m'insupporte. Non mais regardez ça. Il est assis dans le calme et on dirait qu'il se retient de crier. Ça correspond même pas à son expression faciale. Oui, je sais, encore une fois, c'est culturel. Et je pense que le comédien qui a fait la VF de Caïman a souhaité coller au boulot de son prédécesseur, ce qui est logique quand on y pense. Petite parenthèse cependant. Parfois, la VF fait un meilleur taf que la VO. Parce que le comédien ou la DA de la VF a fait un choix qui colle mieux que les prises de décision d'origine. Et pour exemple, je donne Kronk, doublé par Emmanuel Curtil, qui a fait un merveilleux travail. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Et l'équipe de traduction qui a réussi à améliorer certains dialogues. Bon, là on ne parle pas de traduction, mais de performance vocale. Écoutez les gars, vous êtes en train de m'embrouiller, alors disparaissez. Ou je vais devoir résilier mon abonnement. Bref, et parfois ça sonne juste, et c'est même drôle, je l'admets. Oh, t'as une carie là. C'est pas vrai. Si c'est ça, je vais me prendre une bonne cuite. Mais bon, la preuve que c'est pas le problème d'un personnage, puisque régulièrement on a un autre personnage qui en fait les caisses. Et puis, quand on y regarde de plus près, les expressions du visage sont différentes et donc véhiculent des messages différents. Dans le manga, ils sont plus stoïques, le regard dans le vague ou perçant. Les sentiments sont surévalués dans la série. Trop de panique, trop de joie, trop de questionnements. C'est une journée normale, pas besoin d'en faire des tonnes. Et ça, c'est pour presque tous les personnages. Dans le manga, ces envolées sont bien mieux dosées, exploitées et surtout pas utilisées à outrance. Rien à foutre, ça change rien du tout. Là où Hayashida hypersexualise ses personnages féminins, on ne peut pas trop reprocher à l'animé de le faire. Attendez, mais qu'est-ce que je dis? L'animé est à côté de ses pompes. Dans l'adaptation, Nikaido est en permanence vêtu d'une combi bleu-vert et de baskets. Alors que dans l'œuvre originale, son style est beaucoup plus développé. Sa dégaine est d'enfer. Encore une fois, Hayashida hypersexualise ses personnages féminins. Mais ce n'est pas du male gaze. Comme tout à l'heure, hein, je te laisse 5 secondes pour lire. Je sais, j'écris trop. Non mais j'aime le sens du détail, j'y peux rien moi. C'est plutôt une appropriation de son genre et de son corps de femme à travers ses personnages. La preuve en est, quand on chosifie une femme, on lui ajoute rarement des abdos en béton et des biceps de Hulk Hogan. Les femmes fortes dans ses œuvres sont souvent aussi fortes physiquement que les hommes, voire plus musclées que la plupart des hommes. Quand on met Shin et Noi côte à côte, on ne voit pas un couple d'un homme avec une femme, on voit deux partenaires platoniques. Et lorsque Noi est à côté de Fujita, on voit clairement un état de supériorité qui n'est pas en faveur de lui. Si on regarde dans Die Dark, le seul personnage principal féminin est aussi le plus puissant, le plus craint et le plus cool. Et les quelques fois où on la voit sans sa tenue de combat, elle est en effet hyper sexualisée. Mais ce qu'on retient de ce personnage, ce n'est pas « la vache, qu'est-ce qu'elle est sexy », mais « la vache, je voudrais pas être son ennemie, elle est terrifiante ».
L'erreur de l'anime a été de juger comme négative cette hypersexualité et de choisir pour Nikaido des tenues plus sobres. En soi, sa personnalité n'en est pas spécialement affectée, mais d'une part, sa dégaine est moins tape à l'œil et donc moins représentative de sa personnalité, mais en plus, le message est moins fort. On ne se dit pas qu'elle est si impressionnante et forte qu'on en oublie son sex-appeal. On se dit juste qu'elle est forte. Ah, t'aurais jamais cru défendre un jour l'hypersexualisation maladive des Japonais, hein? Ça se finit toujours mal quand je sors le grand jus. Vous l'aurez remarqué, j'ai été beaucoup moins méthodique qu'avec la première vidéo. La raison est simple, Dorohedoro est une adaptation très fidèle, contrairement à Beastars qui s'est éloigné de son format d'origine. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient ? Déjà que malgré les quelques défauts de l'anime, c'est une très bonne adaptation. En soi, j'ai pas grand chose à dire, à part que si vous avez aimé l'anime, vous allez aimer le manga, et que si vous avez aimé le manga, vous allez potentiellement aimer l'anime. Même si c'est moins sûr dans ce sens. J'ai pas spécialement d'arguments pour vous inciter à lire ou regarder, les deux sont bien. Personnellement, j'ai ma petite préférence pour le manga, mais sûrement est-ce ma déformation professionnelle parce que je suis libraire. Et aussi parce que l'image de synthèse me frustre pas mal. Mais globalement, si la série continue jusqu'à sa conclusion finale, les deux formats sont appréciables. Alors, lire ou visionner, c'est à vous de voir. Après, si vous êtes réticent à acheter les mangas en craignant que finalement ce soit pas votre cam, je vous conseille de commencer avec la série qui vous donnera un aperçu de l'univers et vous permettra de vous fixer sur la question d'acheter les mangas ou pas. J'en ai fini avec Dorohedoro, en espérant vous avoir au moins enrichi un minimum et au mieux vous avoir convaincu de découvrir les deux formats pour vous faire votre propre opinion. Merci pour votre écoute et à plus. C'est rigolo.